Bonjour tout le monde, bon matin tout le monde. Mon Dieu, bon matin. Ma mère ne sera pas contente. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est ici pour quand même un dossier important. Vous savez ce qui s'est dit dernièrement dans un débat américain. Il y a eu des propos horribles, très racistes qui ont été véhiculés par un aspirant à la Maison-Blanche et ça a des impacts jusqu'ici sur notre territoire au Québec et au Canada, dans les communautés haïtiennes. Donc, ce qu'on fait ce matin, en fait, et c'est à l'initiative du Bloc, oui, mais c'est vraiment juste pour donner la parole aux leaders des communautés haïtiennes, pour vous dire ce qui se passe présentement, puis ce qui devrait se passer aussi au niveau politique. Merci tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Franz André, d'origine haïtienne, né en Haïti, mais j'ai grandi ici au Canada depuis l'âge de 10 ans. Donc, je suis fier d'être Canadien aujourd'hui. Par contre, ce qui se passe dans notre pays présentement, suite aux déclarations de M. Trump, c'est quelque chose qu'on doit se montrer indigné. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier le Bloc québécois de nous avoir donné ce podium pour pouvoir parler exactement ce que nous ressentons suite à cette déclaration raciste et comment nous, au Canada, on souffre de cette déclaration. Je suis Darlene Lozis, je suis résidente de cette belle ville et une citoyenne engagée, membre aussi de SQH. Moi, j'ajouterais à tout cela que le peuple canadien a toujours été un allié sûr pour le peuple haïtien et tous les pays qui ont été ou qui sont vulnérables à travers le monde. Et donc, c'est le moment idéal pour que le peuple canadien se mette debout aux côtés du peuple haïtien. On n'est pas en train de quémander. Je pense que c'est une question de droits de la personne, de droits humains, parce que ce qui se passe en Haïti, on a interpellé, ça fait bien longtemps le peuple canadien et le gouvernement canadien sur cette réalité-là. Beaucoup de réunions ont été tenues, mais il semblerait que la volonté du peuple haïtien ne passe pas dans la politique étrangère que mène le Canada actuellement. Alors, on interpelle les autorités canadiennes là-dessus, qu'ils soient justement sensibles à la cause haïtienne et ne pas faire tout simplement une politique hypocrite face à ce qui se passe actuellement au pays. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement mettre de l'huile sur le feu pour alimenter une division qui, pour moi, est inutile, est enfantin et totalement hors cadre. Maintenant, comme Dany Laferrière a déjà dit ce que l'immigrant apporte au Québec et au Canada, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que premièrement, il faut que nous, les peuples africains, les peuples afro-descendants, comprenons que ce problème d'immigration est un problème qui nous concerne tous. Donc, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester les bras croisés. Et qu'il va falloir qu'on fasse pression sur nos gouvernements pour qu'ils puissent se mettre ensemble, développer des politiques et développer des systèmes pour accueillir les ressortissants. Parce que ce sont des gens qui reviennent avec beaucoup de désillusions et qui ont été traumatisés par des coups, comme vous avez vu nos frères camerounais qui ont subi des exactions physiques, psychologiques, qui ont été forcés aussi de signer certains documents. Donc, ça veut dire que c'est une crise mondiale et c'est une crise qui nous concerne spécifiquement. Respect, mes chers amours. Aujourd'hui, c'est dans un plaisir un peu mitigé que je vous rencontre aujourd'hui pour cette émission de ce lundi 13 avril 2025. Nous allons parler d'un sujet qui nous interpelle particulièrement parce qu'il s'agit de nos frères, de nos sœurs qui vivent un moment difficile. Avant d'aller plus loin, je vais vous passer cet extrait en fait de 2 vidéos et vous allez comprendre où l'on va et quel sujet on va aborder aujourd'hui. La première des choses, j'ai voulu un petit peu vous secouer, vous mettre des images un peu choquantes, mais je me dis, dans ce bas monde actuel, est-ce qu'on peut choquer les gens? Où on a assisté à tellement de méchanceté, tellement d'images épeurantes de gens qui meurent, de gens qui souffrent, on nous a tellement martelé de choses négatives dans le coco, est-ce qu'on peut réellement choquer les gens? Alors,
je me suis dit, on va pas vous choquer, mais on va plutôt vous amener à vous conscientiser. Lorsque vous allez voir ces images-là, vous allez comprendre que ce que nos frères et nos sœurs vivent n'est pas relatif à un groupe de personnes, mais plutôt à plusieurs personnes. Et cette crise immigratoire est devenue un problème mondial. Donc, il nous faut des positions ou des solutions qui s'imposent avec la grandeur du problème. Si no me baja, si no, no, me deja que lo reviente. No, no, you guys cannot take her just because you guys want to. Mommy, no, mommy. This is America under Donald Trump. He said, I refuse to sign. He pressed my neck into the floor. I said, please, I can't breathe. I lost my blood circulation. Then they took me inside with my hands at my back where there were no cameras. Now, according to his account, he was then taken to a punitive wing of the Adams County Center known as Zulu, and he was subjected to further assault. Les politiques de Donald Trump rejaillissent à nouveau dans la campagne fédérale. Cette fois, c'est pour un enjeu, dit-on, plus domestique. Comme nous l'apprenait mon collègue Romain Chué hier, plus de 250 migrants, surtout des Haïtiens, se sont présentés au poste frontalier de la Colle en fin de semaine. Ils sont près de 560 à l'avoir fait depuis le 1er avril. Et vous voyez le tableau indiquant les chiffres. Et en mars, c'était pas mal élevé. Donc, on voit que la tendance est à la hausse. C'est que des centaines de milliers d'immigrants avec un statut temporaire devront quitter le territoire américain d'ici le 24 avril s'ils n'obtiennent pas de nouveau statut. Le Québec demande donc aux partis fédéraux d'intervenir rapidement pour éviter un Roxham 2.0. Maintenant, vous avez vu ces extraits, vous avez compris que l'on va parler d'immigration parce que, contrairement à ce que les gens disent et ce qui est dit dans les médias québécois et canadiens, cette crise ne concerne pas uniquement le peuple haïtien. On en parle plus parce que le peuple haïtien, de par sa proximité, a cette capacité d'avoir une représentation beaucoup plus grande compte tenu que les frères africains sont un petit peu plus éloignés de par leur géographie. Mais ça ne veut dire en rien que ce problème-là concerne uniquement des Haïtiens. Prenons pour cause cette vidéo-là que vous allez suivre où nos frères camerounais qui sont majoritairement emprisonnés dans une prison au Mississippi aux États-Unis subissent toute forme d'exaction par les milices, c'est le cas de le dire, du gouvernement Trump qui décide pour faire pression de les imposer des exactions, mon Dieu, des traitements inhumains. Et où sont passées les organisations de droits de la personne? Je pose la question parce que là, on est en pleine crise humanitaire. Maintenant, vous allez suivre quelques débats, quelques individus qui ont pris la parole au Canada pour parler de la crise, soi-disant de la crise d'envahissement d'immigrants noirs, spécifiquement les immigrants haïtiens, les demandeurs d'asile. Ce n'est pas pour la première fois que nous faisons face à cette problématique, donc ça veut dire que le gouvernement canadien que je connais, qui est toujours très préparé pour répondre à certaines crises, devrait être en mesure de répondre adéquatement à ce problème de demandeurs d'asile parce que le Canada s'est toujours mis en avant comme un pays qui protège les personnes qui sont vulnérables, les personnes qui sont pourchassées, les personnes qui demandent de l'asile sur son territoire. Donc, puisque le Canada a toujours tenu cette posture-là au niveau international, ce qui fait que le Canada ne devrait pas être en train de se plaindre de la misère du monde ou le gouvernement québécois, mais plutôt de travailler sur des solutions pérennes sur la crise humanitaire. Parce que là, on ne peut pas uniquement dire que ces Haïtiens vont laisser les États-Unis pour nous envahir. Je ne pense pas que c'est vraiment le cas, mais c'est tout simplement
un groupe, une partie de ces Haïtiens qui souffrent. Parce que sérieusement, si vous auriez à faire face à la misère du monde, je suis certaine que le Québec ne serait pas en mesure même d'en parler parce que ça aurait été une catastrophe innommable. Je vais vous faire écouter les propos de Dany Laferrière que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est primé, qui est aussi un académicien de la langue française, qui est un auteur assez connu au niveau de la francophonie. Et je vais vous laisser aussi écouter une émission québécoise animée par un ancien politique québécois, Mario Dumont, et son invité qui trouvait que c'était naturel et nécessaire de jouer sur la corde de cette crise, de notre ras-le-bol, un discours apeurant uniquement pour montrer le mauvais côté de l'immigration, le mauvais côté des demandes d'asile et qui fait fi totalement de ce qu'apportent les immigrants qui sont venus comme réfugiés, qui sont venus comme résidents ou immigrants reçus, c'est-à-dire par les conventions, par les règlements d'immigration du Canada. Ils oublient de mentionner tout ça. Mais il faut jouer sur la corde de cette peur que ces gens viennent nous voler, vampiriser les ressources que nous avons, les peu de ressources que nous avons, et qu'il faut absolument se mettre contre cet envahissement d'extraterrestres apparemment. On écoute le premier ministre Legault, le chef du Parti québécois, ainsi que le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge. On a vraiment excédé notre capacité d'accueil. Donc, c'est sûrement pas le temps d'en ajouter. Donc, je demande au gouvernement fédéral d'agir rapidement. Ce qu'on a vécu sous Trudeau, là, c'est peut-être de la petite bière avec ce qu'on pourrait vivre dépendamment du choix qu'on s'apprête à faire. Ce qui s'en vient, compte tenu là, des millions de personnes qui sont en jeu avec les politiques de Donald Trump, ce qui s'en vient est peut-être encore beaucoup plus gros que ce qu'on a connu sur Roxham. À un moment donné, ça ne fonctionne pas là, pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, pour la francisation. Donc oui, on va faire notre part, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, les propos du ministre Roberge ont fait réagir vivement mon prochain invité, l'écrivain et membre de l'Académie française, Dany Laferrière, qui a publié plusieurs ouvrages en 2024, mais retenons simplement Un certain art de vivre et il sera au Salon du livre de Québec dès demain. Bonsoir, Dany Laferrière. Bonsoir, Anne-Marie. Je vais citer ce que vous avez voulu qu'on retienne de votre réaction. C'est injuste, dites-vous, de traiter les Haïtiens de misère du monde quand nous savons qu'ils seront la richesse du Québec dans moins d'une génération. Vous avez entendu en rafale là, les politiciens québécois en manchette, les politiciens fédéraux. D'abord, qu'est-ce qui sous-tend votre réaction d'indignation? Hein? Pourquoi cette réaction? Bon, je connais l'expression « la misère du monde ». Elle n'est pas si insultante. Et c'est n'importe qui débarque un peu, n'importe quelle famille québécoise qui reçoit 12 par an. Un soir, il peut dire « je ne peux pas accueillir toute la misère du monde ». Mais c'est que le ministre l'a dit 4 fois ou 3 fois dans une brève entrevue. Et quelqu'un d'autre m'a dit qu'il l'a entendu pendant toute la journée, pas le ministre, mais toutes sortes de personnes dire « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». J'ai eu l'impression que c'était un motto, c'était la réponse officielle à ce problème. Ouais. Ça veut dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et surtout que les Haïtiens seraient perçus, si c'était le cas, comme des miséreux de la misère. Et puis, qu'on ne veut pas voir. C'est pas comme ça, moi, que je l'ai vu. Dans le sens que je me suis dit que le gouvernement allait dire toute la richesse du monde. Ah ouais. On aurait protesté. Je ne veux pas que l'Alberta, l'Ontario nous en prennent trop. Parce que c'est nous qui avons le plus grand nombre d'Haïtiens au Québec. Et les Haïtiens ont fait aussi leur part dans la richesse du Québec. Ouais. Ils ont aidé à rendre ce pays moderne, contemporain, et à reconnaître l'autre. Je me suis dit, j'allais dire, mais on a à nos frontières toute la richesse du monde. C'est des gens, nous ne savons pas, peut-être qu'il y a, pour dire ça sans vanité, qu'il y a 50 000 Dany Laferrière là-dedans. Ouais. On n'en sait rien. Ouais. Et tout le temps qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas regardé, et là, je vois un barrage. Et puis après, la sécurité vient, on va mettre les hélicoptères, on va mettre la GRC, on va mettre des remparts, et comme si vraiment il y avait une armée qui allait galoper vers nous envahir. Je trouve cette réaction trop rapide, pas assez étudiée
et puis expéditive. Mais vous comprenez que c'est l'effet Trump, c'est l'effet des politiques de Trump. Plus de 500 000 personnes vont perdre le statut d'une certaine protection, le fameux programme TPS, et d'ici quelques mois, ils doivent tous quitter. Mais souvent, ils ont quitté à cause de la situation en Haïti. Et ils étaient légaux aux États-Unis. Ils ne le sont plus à partir, disons, du 24 avril pour des milliers d'entre eux. Mais d'abord, à cette première période, et c'est vrai qu'il y a deux injustices. Il y a une première injustice, c'est que les Haïtiens, ils étaient légaux, et puis aussi, et Trump, comme ça, un tour de main, a renvoyé le problème au Québec. Alors, il y a l'injustice des Haïtiens qui doivent subir ça, et l'injustice du Québec qui se retrouve avec le problème Trump. S'il y a un problème, c'est lui qui l'a inventé, il a organisé, et le but, c'est de théoriser la planète. Donc, de n'importe quelle manière, on essaie de théoriser la planète, la Chine, on essaie de théoriser. Donc il a envoyé ce problème au Québec. C'est une injustice pour le Québec. C'est une injustice pour les Haïtiens qui sont à la porte. Il y a deux injustices. Mais il reste la question, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Vous voulez qu'on humanise cette situation-là pour eux, parce que habituellement, vous n'aimez pas parler beaucoup de la situation en Haïti, mais là, vous vous sentez solidaire de tous ces Haïtiens qui contribuent à une société comme le Québec ou celle des États-Unis. Je sais de quoi il s'agit. Ouais. C'est-à-dire, la situation en Haïti, j'en sais moins. Il y a Radio-Canada a beaucoup de bons journalistes, les Haïtiens qui y sont aussi. Et on a des journalistes en Haïti, le Nouvelliste. Donc on sait, on peut faire sans moi. Ouais. Là, je sais, s'il y a quelqu'un qui peut parler du Québec, je suis l'une des personnes qui peut parler du Québec. Et aussi de l'exil, et aussi du départ, et aussi du dérangement. Là, c'est 40 ans qui parlent là, de cela. Donc je me suis dit, et je trouve que ce n'est pas québécois de renvoyer le problème comme ça en inventant une sorte de panique. C'est aux Haïtiens qui sont à la porte, qui sont presque, disons, à la veille, qui sont traqués d'ailleurs. Oui, traqués là-bas parce que... D'avoir la peur, c'est pas au Québec d'avoir la peur avant même que le problème se pose. Oui, parce qu'aux États-Unis, quand mon collègue Romain Chuet a passé du temps sur le terrain là-bas, il a rencontré, on peut les entendre dans son formidable reportage, on peut le lire sur notre site de Radio-Canada, Romain Chuet, 2 papiers fort intéressants. Les gens décrivent avoir la peur au ventre, ils vivent dans la terreur, ils se cachent, n'ouvrent plus leurs portes, ils ont du mal à se rendre à l'église, dans les écoles, dans les maisons, parce que l'organisation ICE peut les arrêter sans mandat. C'est une traque. Ouais. Et c'est pas la première fois que ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé aussi au Canada déjà. J'en ai vécu moi-même. Mais c'est à cette, disons, à cette grandeur-là, c'est assez nouveau. Mais aux États-Unis, il y a un contexte particulier parce qu'on vient d'effacer le fameux programme diversité et inclusion dans toutes les entreprises. Trump a adopté des décrets pour qu'on rende illégal, finalement, le maintien de ces programmes d'égalité et d'inclusion. Ça touchait beaucoup la communauté afro-américaine et, évidemment, sans doute, les Haïtiens. Oui, tout à fait. C'est ça, l'injustice qui est terrifiante. Mais ce que je peux dire dans cette question, je trouve étonnant que le gouvernement, que l'État québécois réagissent de cette manière, c'est-à-dire avec uniquement des mesures coercitives, uniquement c'est pas pour nous cette histoire. Et peut-être qu'on aurait dû faire appel aussi à des gens, soit de la communauté haïtienne, des gens qui ont connu des situations pareilles, pour humaniser. Il faut, après quelques heures devant les parcs de l'information, passer à la deuxième chose. Il ne faut pas se contenter des réflexes connus, on n'a pas assez de gens, qu'est-ce qui se passe? On avait un quota déjà, notre quota est déjà dépassé. Je trouve que devant l'ampleur de l'affaire, 500 000 personnes possibles, on ne peut pas réagir avec de vieux réflexes ni de vieux discours. Il faut aller avec quelque chose de nouveau et d'inventif. Comme quoi? Quelque chose d'inventif, déjà même à y penser, dans le sens que penser que c'est une richesse, au lieu de dire que c'est une misère. Parce qu'actuellement, il y a des frontières, des barrières, il y a un refus. Vous avez entendu les politiciens québécois, vous réagissez à Roberge, qui dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Monsieur Legault, on a passé nos quotas. Et du côté d'Ottawa, c'est la même chose. Oui, je ne mets pas tout sur Roberge, et pas du tout. C'est simplement le mot misère qui était un petit peu plus vexant que d'autres, mais c'est tout l'État canadien et québécois
Québécois qui réagissent de la même manière. Mais quand ils disent on n'a pas les logements, on n'a pas les services, on n'a pas les capacités d'accueil, tout s'est dépassé, on n'a pas de place dans les écoles, on n'a pas de place dans les hôpitaux, vous comprenez, on n'a pas de logement pour eux, etc. Ça ne peut pas devenir un fardeau pour notre société. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que ce n'est pas comme ça que ça construit un pays. On a un problème nouveau, il faut faire face avec des solutions nouvelles. Il faut qu'ils retournent à leurs études et analysent des solutions nouvelles. Il y a un journaliste qui a posé une question à laquelle le ministre ou le Premier ministre n'a pas répondu quand il a dit que c'était impossible pour lui. J'ai entendu la phrase « Et qu'est-ce qu'on fait alors ?» Parce qu'il y a un problème, il faut y faire face. Et qu'est-ce qu'on fait alors? C'est pas à moi de faire face à ce problème, mais j'aimerais bien qu'on le mette dans un cadre plus humanitaire. Et quelque chose de plus vivant, qu'on donne l'impression que les gens qu'on voit là, ce sont des personnes. Et je crois que ça tombe à un moment à la fois intéressant et difficile, en pleine campagne électorale, et dans un moment où la question de l'immigration, qu'on a essayé d'éviter durant tout ce mandat, et brusquement, on se retrouve face à une ironie du destin. Et c'est cette question-là qui va déterminer tout. Pas une question de mandat, une question vraiment... par exemple, pour le Québec, ça va rester dans l'histoire, ça va être une marque. Ouais. Comment on a réagi comme société? Mais on n'a pas encore posé la question à la société québécoise. Et moi, je mise beaucoup plus sur la société québécoise que les réactions que j'ai entendues. Son humanité. Oui. Son ouverture, son accueil. Parce que le contexte aux États-Unis est absolument terrible en ce moment. On a voulu effacer la contribution des Afro-Américains. Je m'éloigne un peu juste de la question des Haïtiens. C'est pour ça que peut-être que ça réjouit peut-être le peuple américain ou pas, je ne sais pas. Mais on a voulu effacer l'histoire de l'activiste Harriet Tubman qui avait contribué à la construction, vous en savez plus que moi, là, oui, non, oui, le train souterrain pour permettre aux esclaves de s'évader. Donc, Harriet Tubman, on a effacé sa photo, on a effacé cette histoire-là complètement. Et là, sous pression, on l'a ramené. Donc, ce désir d'effacer l'autre, le différent, l'Afro-Américain, les Haïtiens, c'est terrible. On a vu ça à chaque fois, ces signes qu'il se passe quelque chose. Ce sont des signes avant-coureurs d'une situation... Le racisme. Donc, on va plus loin que le racisme, là. Oui, non. Oui. Ça, c'est sur le plan local. Sur le plan international, et il y a bascule un peu partout. Et le rapport avec la Chine, et moi, j'ai eu le soupçon que toute cette mise en scène-là était pour que les États-Unis se retrouvent face à face avec la Chine. Et tout ce conditionnement de terreur, que ce soit l'Europe et qu'on attaque, et puis après tout le monde se remet à genoux un par un et devant Trump, et pour les ramener avec les États-Unis et grossir la troupe qui va faire face avec la Chine. Mais d'écraser tout le monde parce qu'on a envie de faire face avec la Chine, je trouve que c'est beaucoup. Et donc, ils jouent sur la peur et c'est ce qu'ils ont fait lorsque on a eu un groupe d'Haïtiens qui sont venus quelques années de cela. Eh bien, ils ont joué sur cette corde-là, ce qui fait que des ultras de droite, des simples citoyens qui sont très peu éduqués sur la réalité sociopolitique, qui sont très peu avancés dans cette compréhension historique et qui viennent menacer des gens qui sont déjà apeurés parce qu'ils viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils viennent dans un pays où ils doivent tout réapprendre et que ces gens-là viennent leur montrer que on veut pas de vous. Alors, c'est ce genre de politique, ce genre inhumain qu'ils mettent en avant pour démontrer que nous, on a essayé, on a tout fait, mais malheureusement, ces gens-là nous envahissent. Donc, il faut nous protéger de ces envahisseurs. Mais maintenant, on va essayer d'être objectif par rapport à tout ça. Vous avez entendu Dany Laferrière qui, pour moi, a été très diplomate dans sa réponse, qui a été et qui s'est basé, qui est resté sur le côté humain de la chose, qui a expliqué aussi que ces immigrants ne viennent pas uniquement pour soutirer, pour prendre et extirper ce que vous avez. Ce sont des gens qui viennent aussi avec un bagage et qui sont venus avec l'idée, avec cette pensée de contribuer dans la société d'accueil. Et on a vu ce gars qui a jeté que le venin sur Dany Laferrière sous prétexte que c'est un petit ingrat qui est venu ici, qui en a profité, qui maintenant jette l'opprobre sur le Québec, ce qui est totalement faux. C'est pour vous montrer que lorsque les gens ne sont pas dans l'optique de la bienveillance, dans l'optique de l'empathie, dans l'optique de l'amour de l'autre, donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement mettre de l'huile sur le feu pour alimenter une division qui, pour moi, est inutile, est enfantin et totalement hors cadre.
Maintenant, comme Dany Laferrière a déjà dit ce que l'immigrant apporte au Québec et au Canada, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que premièrement, il faut que nous, les peuples africains, les peuples afro-descendants, comprenons que ce problème d'immigration est un problème qui nous concerne tous. Donc, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester les bras croisés. Et qu'il va falloir qu'on fasse pression sur nos gouvernements pour qu'ils puissent se mettre ensemble, développer des politiques et développer des systèmes pour accueillir les ressortissants, parce que ce sont des gens qui reviennent avec beaucoup de désillusions et qui ont été traumatisés par des coups, comme vous avez vu nos frères camerounais qui ont subi des exactions physiques, psychologiques, qui ont été forcés aussi de signer certains documents. Donc, ça veut dire que c'est une crise mondiale et c'est une crise qui nous concerne spécifiquement. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses, c'est d'assurer la sécurité sur nos territoires respectifs. On doit le faire de concert, on doit le faire ensemble, on doit s'asseoir, développer des conventions et les respecter. Parce que on parle d'êtres humains. Nos ressortissants ne sont pas des animaux. Et même là, il y a des animaux qui sont respectés, il y a des animaux qui sont pris en considération et qui sont protégés. À plus forte raison que l'être humain doit être aussi protégé. Donc nous avons ce devoir-là de protéger les nôtres. Et il faut le faire vite. Tous les pays le font. Apparemment, nous avons cette lenteur-là. On dirait qu'on est coincé quelque part. Nos chefs d'État n'arrivent pas à prioriser ce problème-là. On a tellement de ressources qu'on peut faire bénéficier nos gens au lieu de les laisser partir comme ça dans les mers Méditerranée, dans des conditions ultra inhumaines pour se faire humilier, se faire marcher dessus et se faire rouler dans la boue. Non, 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 c'en est trop. Il faut agir ensemble dans tous les pays du monde pour que ça cesse, pour que finalement on arrive à vivre dans la paix, dans la quiétude et que ces gens-là qui continuent de nous menacer tout le temps et qu'ils arrêtent de le faire. Et puis les États-Unis qui utilisent la menace, qui utilise la force pour embêter les gens, pour traumatiser. C'est un traumatisme mondial que ce monsieur-là, avec ses comparses, veulent instaurer dans ce monde-là. Hein? Ils veulent faire peur à tout le monde. Quand c'est pas les tarifs, ils jouent au cow-boy. Quand c'est pas je vais vous excuser et le faire de façon vraiment dans l'esprit de terroriser les gens. Et vous avez vu, ils l'ont fait avec les Latinos. Ils ont fait ça avec les Africains et les Caribéens parce qu'ils savent, ils ont la latitude, ils ont le pouvoir de le faire et ils vont continuer à le faire. Pourquoi ils ne le font pas avec les autres? Pensez-y. C'est de la discrimination, c'est des préjugés qui sont maintenus, c'est du racisme qu'il faut dénoncer et agir correctement dessus. Maintenant, ce que le gouvernement canadien et québécois devrait faire, c'est de dire et d'interpeller ce gouvernement de Trump et de lui dire, écoutez, vos prédécesseurs ont initié ce problème-là, c'est aussi à eux de régler ça. Vous pouvez faire le cow-boy contre les immigrants, vous pouvez parler d'une certaine façon assez hardie, et dans l'hardiesse, dans l'irrespect pour dire que on veut pas de vous, vous êtes ci, vous êtes ça, mais vous n'êtes pas capable aussi de frapper les pieds et de dire aux Américains d'arrêter cette connerie-là, d'arrêter de jouer avec l'intelligence des gens. Ils utilisent ces immigrants-là quand ils veulent, ils les jettent comme de la gomme, ils les mâchent et quand le sucre n'y est plus, on les jette. C'est inhumain et donc vous ne pouvez pas non plus vous mettre face à ces gens-là, soi-disant vous saisissant des Nations Unies pour dire écoutez, les Nations Unies ont, de ce que je comprends, un comité sur l'immigration, sur les réfugiés, tout ça. Donc vous ne pouvez pas faire pression sur les États-Unis de dire il faut arrêter cette connerie-là, d'envoyer les gens dans des conditions inhumaines et que nous avons cette capacité d'accueillir certaines personnes, mais on ne peut pas tous les accueillir. Donc il faudrait que vous faites votre part. Est-ce que c'est les Haïtiens qui avaient demandé à Biden de faire son programme et de maintenant les mettre dans des situations inhumaines et d'utiliser leur pouvoir, leur capacité pour mettre ces gens dans un état d'esprit de peur constante? Il faut à un moment donné dire les choses. Donc, vous êtes capable de jouer au cow-boy, de nous dire les stupidités, mais vous n'êtes pas capable de dire à votre vis-à-vis qu'il faut arrêter ce traitement-là. Ça, c'est une des choses. Maintenant, la deuxième chose. D'ailleurs, Dany Laferrière a été vraiment diplomate dans son parler, dans sa réaction. Il a fait de son mieux pour être vraiment zen et répondre aux questions. Malgré tout, vous avez trouvé de quoi dire, de quoi le critiquer. Mais ce que Dany aurait dû vous dire, c'est de vous rappeler que le Québec, son silence dans la crise haïtienne est un silence inhumain. Que le Québec, dans son silence sur la crise haïtienne, est très hypocrite et que le Québec aurait pu faire mieux en faisant pression sur le gouvernement fédéral pour leur dire écoutez,
Vous avez initié cette crise-là en Haïti en décidant au lac Meech avec vos comploteurs, les Américains et Français, de mettre Haïti sous tutelle. Et de par votre décision, Haïti fait une descente aux enfers de façon exponentielle, de façon exagérée, de façon rapide. Et que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons régler cette crise-là. C'est ce que vous auriez dû faire. Et c'est ce que Dany Laferrière aurait dû dire. Vous rappelez votre responsabilité à ce que vive le peuple haïtien. Tu aurais dû leur dire clairement que par leur décision, par la défense de leurs intérêts personnels, ils ont plongé tout un peuple, plusieurs générations, dans une crise sans précédent et qu'il vous revient maintenant parce que la nature fait bien les choses. Vous ne pouvez pas aller chier chez l'autre et penser que l'odeur ne va pas revenir vers vous. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que Dany Laferrière aurait dû vous dire. Donc, vous plongez un pays dans une noirceur, dans une crise aussi grande, et vous pensez que ces gens n'allaient pas essayer de trouver un havre de paix pour se reposer à un moment donné. Et rappelez-vous aussi que la majorité de ces gens-là qui ont voyagé dans le programme de Biden sont des gens qui ont eu une éducation, qui sont diplômés, qui sont des professionnels, parce qu'ils ont eu le ras-le-bol, parce qu'ils vivent dans une terreur sans fin. Ils vivent dans la terreur sempiternelle parce qu'il n'y a aucun de ces pays dits amis qui ont voulu réellement régler la crise avec et pour les Haïtiens. Alors, vous avez semé la chenoute, alors qu'est-ce que vous pensez que vous allez récolter? Et c'est ça qu'il fallait leur dire. Et donc, vous n'êtes pas en train d'accueillir la misère du monde parce que cette misère-là, de toute façon, elle n'a pas laissé le pays. Vous avez encore ces milices sur le territoire. Vous avez encore une population qui est toujours et encore traumatisée et terrorisée. Donc, vous n'accueillez pas toute la misère du monde. Soyons justes et soyons vrais, soyons véridiques. Donc, se basant sur tous ces éléments-là, on va se dire que il va falloir que les Haïtiens qui sont ici, y compris les élus haïtiens, qu'ils disent aux Québécois, qu'ils disent aux Canadiens la vérité sur la crise haïtienne. Comment elle a été créée, comment elle a été introduite et comment les Nations Unies ont pris part à cette descente-là. Et de ce fait, si vous ne voulez pas être envahi par tous ces immigrants venus d'ailleurs, de l'Afrique, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud et dans ce cas de figure d'Haïti, il va falloir que nous, Canadiens et Québécois, nous prenons à bras-le-corps vraiment la cause des droits de la personne, la cause pour que la paix règne dans ces pays-là. Parce que malheureusement, tout être humain, naturellement, a le désir de survie, vont toujours, avant tout, trouver un endroit pour se reposer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, au lieu de passer notre temps à nous plaindre du sort de ces gens-là qui viennent nous envahir, prenons non seulement le temps de régler les problèmes, parce que c'est un problème récurrent. Donc, pour un problème récurrent au niveau mondial, donc ça veut dire que c'est pas une crise. Une crise est inévitable. Un problème récurrent est un problème qu'on peut régler. Et si on s'y met réellement, si on travaille à ce que la paix règne dans beaucoup de ces pays-là, pour ne pas dire dans tous ces pays-là, eh bien, vous ne serez plus là à vouloir vous protéger contre ces envahisseurs qui ne cherchent que la vie, une vie meilleure. Alors voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout partagez cette vidéo parce que tout le monde doit se mettre debout pour protéger la dignité de ces gens-là qui sont déjà dans ces pays, donc les États-Unis, le Canada aussi. Donc, on va veiller à ce que ces gens soient humainement bien traités et il faut faire un faisceau entre peuples parce que c'est un problème mondial. On va faire un faisceau de fraternité pour pousser nos gouvernements à prendre les meilleures décisions et surtout à travailler à ce que la paix règne sur cette terre. Alors sur ce, je vous dis Kebe Jam Palage, un pile l'amour, beaucoup de câlins et à la prochaine émission.